1 an pour gravir l'Everest. 1 an pour relever le défi d'une vie. En 2024, le vidéaste Inès Benazouz, plus connu sous le nom d'Inoxtag, sort Kaizen, un documentaire qui retrace les étapes de sa folle aventure. Alors qu'il n'a jamais pratiqué l'alpinisme, il passe une année entière à se préparer pour grimper sur le toit du monde. Malgré les doutes, malgré les échecs et malgré les critiques, son ascension sera couronnée de succès. Pour Arthur, la montagne est une amie. Elle le rassure, l'apaise et lui fait vivre des aventures. Il la pratique depuis sa plus tendre enfance. Mais face aux éléments, nous ne sommes que des humains et même une vieille amie peut se révéler imprévisible. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Simon Marseille. Je grandis à Grenoble, j'habite un appartement au dernier étage. Depuis mon balcon, j'ai une vue à 360 degrés sur les montagnes, donc sur les 3 massifs Vercors, Beldon et Chartreuse. En me levant, je vois les montagnes, la neige qui tombe sur les montagnes. J'apprends, je sais que Stendhal détestait Grenoble parce que pour lui, c'était oppressant. Mais pour moi, c'est vraiment un espace de liberté au bout de chaque rue et un panorama qui se découvre à mesure que je marche dans ma ville. La pratique de la montagne, je commence avec mes parents. Au tout début, surtout du côté de mon père. Mes grands-parents se sont déjà eux-mêmes rencontrés au CAF, au Club Alpin Français. Moi, je suis un petit garçon asthmatique. Du coup, ils me font faire beaucoup de randonnées en montagne, de marches en automne notamment. Et petit à petit, mon père organise des séjours en ski de randonnée de refuge en refuge à peu près toutes les vacances d'hiver, donc en février et à Pâques. On marche avec les skis au pied, le talon qui se décolle à la montée, avec des pots de phoque sous le ski. Et ces pots de phoque nous permettent d'aller à peu près où on veut. Comme ça, on monte en pot de phoque. Une fois qu'on est arrivé au sommet, on rechausse les skis en version descente. Et ça nous permet de rejoindre un autre refuge à la descente et de voyager comme ça vraiment à travers les massifs. Sur 2 jours, 1 semaine, on fait vraiment, c'est la liberté, on fait ce qu'on veut. Pendant que mes petits copains sont à l'école, moi j'arrive à louvoyer entre les cours, suivant les conditions de neige. On a un des amis de mes parents qui est prof de maths et qui me fait réviser de façon plus ou moins officieuse. J'en profite pour sécher les cours avec l'aval de mes parents. On priorise, on va dire, la vie extrascolaire parfois à la vie régulière et scolaire. Pour moi, la montagne, c'est vraiment comme une amie avec qui je peux dialoguer, que je comprends, qui me comprend aussi, qui m'offre des sensations de dingue. J'ai l'impression qu'elle me fait des cadeaux. Quand les conditions sont parfaites, quand la neige est là, je reviens, je suis tout bronzé. J'aime aussi ça, aussi paraître avoir fait un pas de côté par rapport à la vie en plaine. J'envisage de devenir guide de haute montagne et j'en viens à en rêver de façon de plus en plus réelle. En 2015, je suis en 3e année à Sciences Po Grenoble. Des copains savent que je fais de la montagne et ils me proposent de prendre la direction du pôle montagne de l'association sportive de Sciences Po Grenoble. En fait, ce qui équivaut juste à organiser un week-end rando et un week-end ski, qui s'apparente plutôt à des week-ends d'intégration déguisés en montagne plutôt qu'à vraiment faire de la montagne. Mais en tout cas, je suis lancé et je suis vu comme le montagnard de la promo. Je rencontre Tanguy, qui est un jeune homme comme moi qui fait beaucoup de sport, mais lui de façon encore plus poussée parce qu'il est sportif de haut niveau en ski de fond. Tanguy ressemble à un grand type avec les cheveux bouclés, un nez qui a du caractère, on va dire. Et il est assez sûr de lui, assez confiant. Il chambre beaucoup tout le monde. C'est ça qui le rend aussi assez attachant pour moi. Où il va dire tout haut ce que tout le monde pourrait penser tout bas, quitte à choquer, mais en fait ça passe généralement dans un grand éclat de rire parce que il touche juste, très souvent. Avec lui, j'apprends quelques bases un petit peu de comment on crée un mental de compétiteur, on va dire. Il a l'habitude de se donner des coups de fouet mental. Et sa grande phrase, c'est « ça va le faire, chie-toi pas dessus ». C'est comme ça qu'à chaque fois, on va se booster un petit peu en montagne quand on a besoin, ou même
hors de la montagne dès qu'il faut faire quelque chose où on n'est pas trop sûr de soi. Je rencontre le colocataire de Tanguy qui s'appelle Tom. Beau garçon aussi, mais dans un autre style, plus fin, plus délié, moins brut de décoffrage, très dans la séduction. Et au début, avec Tom, c'est pas franchement le genre de garçon avec qui je m'entends le plus, parce que j'ai l'impression qu'il va vouloir un peu me prendre dans ses filets, comme il arrive à prendre beaucoup de gens, parce qu'il est très charmeur. Je le trouve un petit peu trop commercial, un petit peu trop... il volette autour de moi comme ça et j'ai l'impression que je vais me faire embobiner, quoi. Je me suis toujours un peu méfié de ceux qui voudraient trop me faire prendre des vessies pour des lanternes un petit peu, quoi. Avec le temps, j'ai l'impression que Tom devient de plus en plus à l'écoute. La relation s'embellit. Tom, c'est un Normand de Rouen, c'est un rugbyman. Et la montagne, c'est quelque chose d'assez lointain pour lui, mais on le sent assez vite fasciné par ce qu'on fait en montagne, et on sent qu'il a vraiment envie de découvrir ce milieu-là et de progresser. Tous les trois, on se met à faire beaucoup de choses ensemble, beaucoup de projets en montagne. Notamment, on passe tous ensemble sur une idée de Tom, les stages de préparation pour devenir pilote de parapente, et on se met à faire beaucoup de ski, de parapente ensemble. Et de ski de fond aussi, beaucoup de soirées ensemble, parce qu'on devient une sorte de groupe à trois, de noyau dur, une sorte de trio inséparable. En 2019, je rencontre Emma, avec qui au début on va boire un coup en ville. C'est une grande fille, des cheveux bruns, des grands yeux un peu en amande donc, et des dents du bonheur. Pendant ce premier rendez-vous, je sens qu'Emma est assez différente de moi. Je suis plus, on va dire, fonceur et je prends pas forcément le temps de regarder ce que les gens ressentent. Et Emma, elle est beaucoup plus dans l'empathie, à essayer de comprendre les gens et à essayer de rentrer un petit peu en connexion avec eux. C'est ça qui fait un petit tilt chez moi. J'ai beaucoup d'aventures un peu de partout, à Sciences Po, à Grenoble, etc. Là, je me dis que ça a l'air différent. Ça fait peur, en même temps, c'est assez jouissif. Mais il se pourrait bien que ça aille un peu plus loin que ce qui était prévu. Le lendemain de ma rencontre avec Emma, je suis chez moi à Grenoble. Et sur les coups de 15h à peu près, je reçois un coup de fil du patron de Tanguy. Et il me dit est-ce que tu as des nouvelles de Tanguy ? Il est censé être au boulot avec moi. Il devait juste se faire une sortie en ski de randonnée le matin. Et là, il n'est pas là. Et je dis non, on a prévu de faire du ski de rando le lendemain, mais pas ce jour-là. Quelques heures plus tard, c'est le coup de fil, cette fois-ci, de Étienne, le père de Tanguy. Et il me dit Tanguy n'est pas rentré, il est allé skier, je te prends au passage à Grenoble, et puis on va voir où il est, on va le chercher. Je me dis qu'il doit passer un sale quart d'heure. Au pire, il est blessé, il s'est mis dans un trou à attendre le lever du jour. Soit perdu, soit il a juste fait un truc qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'il a pris un itinéraire beaucoup trop long et il s'est dit ça va le faire et en fait ça va pas le faire. Là c'est un peu le déni qui parle, on va dire. En apprenant qu'il est parti randonner, on sait où, il a laissé un message. Donc on va directement à ce parking. Les gendarmes ils sont déjà sur le pont. Mais là, la nuit tombe, donc l'hélicoptère ne peut plus voler. Et là, on mène une enquête de policiers, quasiment, d'enquêteurs. On va voir sa voiture. Dans la voiture, on sait qu'il a plusieurs paires de skis. Il prépare à ce moment-là la Pierramenta, qui est une course de ski alpinisme assez renommée. On sait qu'il va vouloir faire du dénivelé. Il n'y a pas 36 options possibles. Et il faut suivre certains itinéraires qu'on connaît et on essaye de recouper les témoignages, de recoller les morceaux. On sait qu'il a été aperçu au sommet à midi. Moi, j'ai un dernier message qui a été ouvert, en tout cas reçu par son téléphone à 17h. On se dit qu'on peut peut-être le retrouver ou en tout cas prendre des indices.
Et on chausse les skis, on va voir dans la nuit avec les lampes frontales allumées. Et on voit rien, on voit pas les chemins, et les traces sont pas évidentes. Il fait vraiment froid aussi. Sur les coups de 3 à 4 heures du matin, on se dit qu'il faut quand même rentrer et attendre l'aube. On rentre sur Annecy. Je dors dans le lit de Tanguy, qui est encore défait. Et le matin, j'arrive dans la cuisine et je vois Étienne, le père de Tanguy, qui est roulé en boule dans la cuisine, et comme un animal blessé en fait. Et c'est moi qui le relève, qui le prend dans mes bras et qui dit ça va aller Étienne, on va le retrouver, quoi qu'il arrive on va le retrouver. Et à ce moment-là il a une phrase terrible, il me dit il va être froid tu sais. Et, et, euh, et j'ai l'image de Tanguy froid dans la neige, mais je le refuse. Quoi qu'il arrive on va y aller, on va le trouver. Et t'inquiète pas, je lui dis ça va le faire, comme Tanguy me dit tout le temps quoi. Et on repart en 4x4, et arrivé pas loin du parking, on a un coup de fil des gendarmes qu'on attendait, il doit être 7h, 7h30. Étienne fait une embardée, il garde le 4x4. Étienne, ils font en larmes, et il dit comme une sorte de litanie sans fin, il est mort, il est mort, il est mort, mon Tanguy, il est mort. Et moi je suis calé dans le siège, et je me souviens de broyer dans les mains les arceaux du siège en dessous. Et j'ai pas envie d'y croire, mais je me dis, il faut d'abord que je le voie avant de savoir qu'il est vraiment mort. On a toutes les pièces du puzzle qui vont s'assembler. Il y avait une fille avec lui, elle est mère de 2 enfants. C'est une nouvelle connaissance avec qui il allait peut-être faire la Pierre à Manta, la course de ski alpinisme. On sait qu'ils sont retrouvés, les gendarmes nous disent, on les a retrouvés de l'autre côté de la montagne. Donc là où nous, on avait commencé à chercher en nous disant peut-être qu'ils avaient voulu faire un itinéraire alternatif. En partant d'un côté de la montagne, ils sont montés au plus haut des crêtes. Et c'est des crêtes assez particulières, c'est tout orienté nord, des grandes classiques du ski de randonnée en Haute-Savoie. Et en voulant monter un petit peu plus haut, peut-être pour voir la vue sur le Mont Blanc, leur poids a déclenché la fracture d'une corniche. Donc une corniche, c'est une énorme accumulation de neige due par le vent. Et cette corniche, en se brisant, les a entraînés derrière dans la falaise. Moi, j'ai particulièrement envie de voir Tanguy. J'ai l'impression que je pourrais pas y croire tant que je n'aurais pas vu son corps sans vie. Pour vraiment mieux comprendre, Étienne, à ce moment-là, il a plein de contacts qui tournent en hélicoptère dans le coin. Donc on prend un tout petit hélico et on survole la zone où la corniche est tombée. Et à vue d'œil, je vois rien de bien impressionnant, parce que quand on n'a pas l'habitude de voler en hélicoptère, toutes les perspectives sont un peu écrasées. Et c'est en regardant les photos que j'ai faites après coup, en zoomant, je vois un bâton qui est abandonné, qui a été planté dans la corniche, dans la fracture de la corniche. Et on sait qu'un bâton, ça mesure à peu près 1,20 m. Et en multipliant la hauteur du bâton, on se rend compte que la corniche, elle faisait 8-10 mètres, la cassure en tout cas faisait 8-10 mètres, et que la falaise en dessous est bien verticale, et qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Très vite, il faut faire tout ce qui est nécessaire après la mort de quelqu'un. Je suis amené à passer pas mal de temps chez Étienne. Il me dit tu sais, la chambre de Tanguy, ce sera toujours la tienne. Quand Tanguy part, je suis profondément triste qu'il nous quitte comme ça. C'est peut-être mon entrée dans l'âge adulte façon violent. Je sais que ça va être tellement dur qu'il y a plein de choses qui vont être modifiées. Pour moi, la montagne, ça a toujours été une amie. Et là, c'est vraiment... je la trouve cruelle, comme si elle me prenait en traître. Et elle m'enlève quelque chose qui aurait dû perdurer longtemps. Avec Tanguy, je me projette à ce moment-là très fort dans les années suivantes. Et je me dis qu'on créera forcément une amitié qui durera.
Et donc la montagne me coupe les ailes en même temps que Tanguy part. Et j'ai pas du tout envie de ça. Je suis pas sain à ce moment-là, je suis pas capable de soutenir une relation, d'apporter quelque chose de bien. Emma, je la rencontre la veille de la mort de Tanguy. Je me dis, mais qu'est-ce qui va bien advenir de cette relation qui va potentiellement être pourrie dès le début par un deuil, et j'ai peur qu'elle devienne juste une béquille pour moi et qu'elle reste dans une sorte de rôle très empathique mais d'infirmière un peu mentale, et que moi je ne sois pas capable de lui donner quelque chose de bien. Même si j'ai envie de l'épargner, c'est seulement avec elle que j'arrive vraiment à pleurer, à lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Avec Tanguy, avant son décès, on avait prévu ensemble de partir au Pérou pour faire une expédition. Et tout naturellement, c'est Tom qui prend la place de Tanguy. Et cette expédition doit servir d'hommage à notre copain décédé. Dans cette équipe, on est 5. Il y a Tom, il y a moi, il y a Bastien, un copain, et il y a mon père et ma sœur. Son décès est en février. En juillet, on décolle pour le Pérou. On s'installe à Huaraz, qui est le Chamonix local. C'est une ville de montagne qui est vraiment au carrefour de plein de sommets, de plein de massifs. Et c'est vraiment le point de départ des expéditions pour aller en cordillère blanche au Pérou. Le début d'expédition, c'est vraiment de l'acclimatation pour ensuite aller toucher des sommets à plus de 6000 mètres d'altitude. On va s'acclimater sur l'Ichinca au tout début, qui est un tout petit sommet d'acclimatation. Et très vite, on va sur son voisin, qui est le Toclararu. Et cette fois-ci, les conditions sur le Toclararu, elles sont vraiment pas évidentes. Le sommet, le bastion sommital, qui est beaucoup plus raide, où il faut vraiment grimper. Tom, il bronche pas du tout. Il est vraiment en forme. Et pour son premier 6000, il nous impressionne et il tient sur ses jambes et il fait le boulot, il fait du bon boulot. Ça semble être un compagnon de cordée vraiment capable. Une cordée, c'est l'équipe qu'on forme quand on est en cordée sur la même corde, quand on est attaché sur la même corde. Généralement, c'est une équipe de 2 ou 3. Ça permet d'évoluer sur les montagnes en sécurité. C'est-à-dire que même si on n'est pas fixé à la montagne, la chute de l'un serait rattrapée par l'autre. On arrive assez vite au point, ce qui doit être le point d'orgue du voyage. On veut grimper sur l'Alpamayo, qui est assez célèbre. On considère que c'est la montagne la plus belle du monde. Voilà, ça fait des draperies un peu aux lumières du soir qui sont vraiment très esthétiques. Très vite, on se dit non, ça va pas être la bonne idée, parce que notamment il y a des corniches en haut. Corniches, ça nous rappelle aussi Tanguy, mine de rien. Donc on se dit qu'on va se rabattre sur son voisin, le sommet Kitararu, moins joli par sa silhouette, mais qui a l'avantage d'offrir une super belle vue sur l'Alpamayo. Le réveil sonne à 1h du matin. On est 3, Tom, Bastien et moi, pour faire vraiment une cordée réduite et pour être efficace sur ce type d'ascension. Il fait bien froid, mais c'est un ciel super clair. On marche sur le glacier et on attaque les pentes de neige et de glace qui permettent d'accéder au sommet. Tom, il a froid aux mains parce que l'aube arrive et c'est là où le point le plus froid est présent aussi. Et puis, on voit le soleil se lever petit à petit, qui éclaire entre autres l'Alpamayo. Et ça devient vraiment beau. Et là, l'ascension prend un autre visage. On enchaîne les longueurs, ça déroule et on arrive au sommet. C'est une explosion de joie. On se prend dans les bras, on fait des photos. On hurle un peu à la lune, quoi. C'est vraiment chouette. On est vraiment à l'apogée de notre voyage. Après, on sait qu'on va se séparer. Tom, il va aller faire du surf avec un autre copain. Nous, avec Bastien, on continue l'aventure sur d'autres sommets encore. On a réussi notre expédition et en hommage à Tanguy. Pour descendre de la montagne, on désescalade en s'aidant des pieux à neige qui sont plantés dans la neige. C'est des cornières en métal tout simplement, reliées avec une petite ficelle. Et là-dessus, on s'attache. Ça nous permet d'avoir toujours la cordée qui est attachée à la montagne. On choisit d'évoluer en cordée et en descendant tous les 3 en simultané, c'est-à-dire sans marquer de pause. Tom au milieu, entre Bastien et moi, parce qu'on est tous les deux les plus expérimentés de la cordée. Tom, en tant que moins expérimenté, on va lui faire le moins de choses possible
Donc c'est pas lui qui ouvre la voie, ni lui qui est à l'arrière, parce que celui qui est à l'arrière, c'est celui qui va potentiellement retenir les chutes. Et on arrive comme ça jusqu'à la base quasiment de l'éperon qu'on a gravi. Et là, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on emprunte exactement le même itinéraire de montée, mais on sait qu'il y a une portion qui était un peu plus raide, qui nous faisait moins envie. Soit on utilise une pente de neige qui a l'air assez débonnaire. On croise un Américain qui, lui, monte par cette pente de neige et il nous dit Very good conditions, no problem, go for it. Tout ça nous laisse à penser que la descente par ce nouvel itinéraire va être plus commode, dans de la neige, pas dans de la glace. En revanche, c'est un endroit qu'on n'a pas pratiqué à la montée et on sait qu'il n'y aura pas de puits à neige cette fois-ci pour baliser l'itinéraire et pour retenir une chute. Donc pas de protection, chute interdite. On veut s'échapper de la face assez rapidement parce que la neige et la glace chauffent. On a déjà des petites visions de cailloux, de blocs de glace qui sont détachés de la paroi et qui tombent un peu partout dans la face dû à l'action du réchauffement du soleil. Donc on arrive vraiment très proche du pied de la face. La neige étant bonne, étant ce qu'elle est, étant donné qu'il n'y a plus de protection entre nous, on fait ce qui se fait assez régulièrement en alpinisme, c'est-à-dire qu'on enlève la corde entre nous parce qu'on considère que s'il y en avait un qui devait tomber ici, ce ne serait pas possible pour les autres de le rattraper. On est à côté de Tom, on prend la décision tous ensemble, on veille bien à ce que chacun soit OK avec le plan. On lui dit, là on va évoluer sans corde, mais la corde elle est toujours là, pas loin. Si à un moment donné il y en a un de nous qui se sent pas, on la remet illico. Il faut que ce soit quelque chose de consensuel et que tout le monde soit vraiment OK et qu'on reste focus. Tom il est toujours entre nous deux et on avance comme ça, super précautionneusement, très lentement, tout en gardant un œil sur ce qui pourrait nous tomber du dessus. Il reste moins de 100 mètres quoi. Je suis devant, j'ouvre la trace. Je m'applique à faire des bonnes marches pour les suivants. Arrive le moment où on doit franchir une crevasse qui est bouchée. Moi, je la passe sans souci. Je vois les traces de l'Américain d'ailleurs qui a passé. Je reste dans ses traces à lui. Mais je traîne pas trop parce que on reste sur un pont de neige. Il peut y avoir un trou. Suivent les autres. J'ai pas la vision de ce qui se passe exactement. Mais je vois que Tom est en train de glisser. Il s'est pris les crampons dans les guêtres, dans le pantalon. Il prend beaucoup de vitesse, très vite, alors qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Je vois Bastien qui essaie de l'agripper et qui essaie de le plaquer sur la neige, qui se prend d'ailleurs un coup de crampon dans la main qui lui ouvre la main. Et ça n'arrête pas du tout la chute de Tom, qui continue sa route. La lèvre de la crevasse forme une sorte de butte qui fait comme un tremplin. Ce tremplin le propulse dans les airs. Et moi, je le vois de profil. Il a l'air comme une sorte de pantin un peu désarticulé. On sent qu'il a peut-être pris un coup un peu avant. En tout cas, il se tient pas dans les airs. Le temps s'arrête. Je suis comme une sorte de spectateur qui attend le moment de rentrer en action et de devenir vraiment acteur. En hauteur, il va faire une chute de 5-6 mètres et en distance 10-15 mètres. Et au moment où il atterrit par terre avec fracas, c'est comme si on avait tenu la pancarte de film en mode action. Je me précipite à lui et là je sais que c'est à moi de jouer, c'est à moi de prendre le rôle, quoi. Bizarrement, son casque est intact, il est inconscient et très vite il reprend ses esprits. Il a un œil un peu fermé, je vois qu'il n'arrive pas à se tenir dans la pente. Il roule sur lui-même, il tient plus ses bras, il tient plus ses jambes. Il a sûrement les poignets cassés. Il y a plus grand chose qui tient et il faut quand même le sortir de là. Il a oublié toute sa chute et il se demande qu'est-ce qu'il fait là, où il est. Dès qu'on essaie de le bouger, là il ressent vraiment une grosse douleur. On a une balise SOS, une balise satellite qui permet d'alerter les secours en France, qui vont eux-mêmes alerter les secours au Pérou. Et on croise sur le glacier assez rapidement 2 guides péruviens. Et eux nous disent très clairement mais ici, il n'y a pas d'hélicoptère qui monte. On est trop haut, on est à 5300 mètres d'altitude. L'hélicoptère, il monte péniblement à 4000 et quelques. La seule solution, c'est la caravane terrestre. C'est des secouristes, toute une équipe qui monte à pied depuis le dernier endroit où l'hélicoptère peut monter. Et ça, c'est pas avant le lendemain matin.
En attendant, Tom, on doit le dégager de là. Et il peut y avoir des cailloux, des blocs de glace qui tombent du haut de la face. Et on va confectionner ensemble un traîneau de fortune fait avec des sacs et en liant toutes les bretelles entre elles et en mettant Tom dessus. Et on arrive à le porter difficilement sur quelques centaines de mètres, qui permet de l'éloigner de la zone d'impact de tous les projectiles. Il a vraiment mal et on sent que tous ses membres sont cassés. Petit à petit, on sent qu'il passe à une autre phase et où il est peut-être un peu plus dans du délire. Il va raconter un peu tout et n'importe quoi. En plus de ça, j'ai l'impression de vraiment revoir le Tom que je connais, un peu pince sans rire. Et à un moment donné, je lui passe un peu de baume sur les lèvres, parce qu'il a les lèvres toutes sèches. Et là, il me regarde de son œil ouvert et il me dit « Super Arthur, merci pour ton aide !» Et en même temps, à ce moment-là, c'est exactement la seule chose que je peux faire. Et on n'a que ça à faire, on attend les secours. On sait qu'on va passer la nuit sur le glacier. On appelle des copains qui doivent faire le sommet le lendemain. Dans ces copains, il y a 2 médecins qui viennent assez rapidement et qui vont essayer de s'occuper de Tom du mieux qu'ils peuvent. Donc on monte les tentes, on essaie de couvrir au maximum Tom, on lui met la couverture de survie. Bon, là, on n'a que des pharmacies d'urgence, pas d'antidouleur. En plus, le diagnostic est super compliqué. Les médecins pensent peut-être qu'il a une hémorragie interne, il a le ventre tout dur. Et puis, on le veille pour que son état n'empire pas. Ça va le faire, on va y arriver, c'est juste un vrai mauvais moment, mais on va le sortir de là. Je suis persuadé que dans quelques temps, dans quelques jours, on en rira, on lui dessinera sur ses plâtres et puis ce sera tout, quoi. On est tous ensemble sur le glacier, on se fait un peu chauffer un peu de nourriture qui nous reste. Il doit être vers les 18h, 19h. Je l'entends plus trop remuer dans la tente, donc je décide d'aller voir, avant d'aller nous aussi peut-être prendre un peu de repos. Tout de suite, je vois qu'il y a un truc qui cloche. Il a les yeux grands ouverts et avec les pupilles très dilatées, et il est comme un poisson hors de l'eau qui cherche à aspirer son air. J'en parle aux autres tout de suite. Une des médecins me dit ça, c'est le gasp. Et le gasp, en fait, c'est le dernier réflexe de survie d'un corps qui est en bout de souffle. Je me dis que c'est pas possible, pas encore une fois un truc aussi horrible. Je commence à le masser, à faire le massage cardiaque, à le secouer, à lui mettre des claques, à lui dire de se réveiller, à lui hurler dessus. Et une des médecins me dit que ça sert à rien, il est déjà parti en fait. Et il nous répondra pas. Pour lui, c'est la fin. Et même si on faisait un massage cardiaque toute la nuit, chose qui est techniquement impossible de le faire bien, on pourrait pas le sauver, quoi. Il va nous mourir dans les bras à ce moment-là. C'est le coup de grâce, quoi. C'est vraiment c'est le coup où on m'achève, quoi. Je me sens encore complètement abandonné. C'est comme si on m'enfonçait encore plus au fond du trou. J'ai pas envie de penser à rien d'autre. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là, je perds un peu pied avec la réalité et ça va être juste encore plus dur. Va falloir redescendre tout ça, continuer à marcher, continuer à respirer, continuer à avancer, à faire des efforts et à bouger, alors que c'est juste une série noire. On est tous dans l'attente autour de Tom. C'est un moment terrible où on est tous en pleurs les uns sur les autres. Petit à petit, on se rend compte qu'il y a juste plus rien à faire et on décide de laisser Tom tranquille. Et nous, on est épuisés. On est sur le pont depuis 1h du matin. Il est mal en point depuis 10h30 du matin. Et là, on va se mettre tous ensemble. C'est un peu bestial, quand on se met tous dans une tente et on dort les uns sur les autres, le temps de pouvoir juste redescendre. Moi, je m'effondre. Et je sais même pas comment je dors, mais ouais, ça fait un blackout, quoi. Ça fait un gros trou noir. Le lendemain, on croise des secouristes qui montent. Il y a une équipe, ils doivent être au moins 20, avec toutes les civières, etc. Eux, ils ont du gros boulot. Et on croise les secouristes, on croise l'hélicoptère, on croise la police. On est pris en charge par toutes les autorités plus ou moins compétentes. Vient le grand bal un peu administratif où il faut tout expliquer, tout ça en espagnol qu'on maîtrise mal, à des gens qui connaissent peu la montagne, voire pas du tout. Tout devient très compliqué, il faut l'annoncer à la famille,
Et faut avancer les billets, parce que de toute façon on n'a plus rien à faire ici, et puis il va falloir assister à l'enterrement aussi. On se prend un peu du temps de repos en attendant notre avion. J'arrive en France environ 10 jours ou 2 semaines après le décès de Tom. Je me retrouve seul chez moi. Dans cette chambre où je suis seul, volet fermé, il y a plein de photos qui s'empilent. Ça devient une sorte de sanctuaire des disparus. J'ai les photos, notamment suite à l'enterrement de Tanguy. J'ai des cartes que nous avait écrites Tom il y a de ça quelques mois et qui prennent une toute autre signification maintenant qu'il est parti. J'ai l'impression de vivre dans une autre réalité, c'est juste lunaire. J'ai l'impression comme si c'était pas vraiment moi qui avais vécu tout ça. Comme si je me regardais d'au-dessus et un peu une sorte de dédoublement et que petit à petit, je vais devoir replonger dans cette réalité-là et faire face pour de vrai à ce qui est arrivé. Et puis faire face aussi au visage de ceux pour qui Tom il a compté et leur expliquer tout ce qui s'est passé. Et il s'ensuit une période où je me laisse complètement aller. C'est le gros bordel à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Je fais rien, je suis en état de choc à ce moment-là. Mais j'ai une petite voix qui me dit ça peut pas se passer comme ça, tu peux pas juste te laisser rouler dessus. En fait, il n'y a pas le choix que de continuer d'avancer. Et j'ai de la colère contre moi de me laisser aller aussi. Je veux pas avoir des palliatifs quelconques. Je veux pas tomber dans une sorte de dépression. Et il faut que j'arrive à m'en sortir par moi-même. Je me dis, c'est maintenant que tu as touché le fond qu'il va falloir utiliser ça pour rebondir et pour remonter à la surface. Après l'enterrement de Tom, j'ai vraiment besoin de m'empêcher de penser et j'essaie vraiment de m'abrutir de travail et notamment de travail physique. J'ai travaillé dans les vignes, dans le Beaujolais. J'essaie de m'épuiser à la tâche et pour ne plus avoir à penser. Tous ces accidents, c'est des souvenirs qui tournent en boucle le soir. Dès que j'ai un instant de répit, quand je m'endors, je pense à mes copains décédés. Et le travail physique me permet vraiment de venir m'assommer pour pouvoir dormir un petit peu. Après les vendanges, j'enchaîne avec la charpente, souvent avec Étienne, le père de Tanguy. Taper du marteau, porter des choses lourdes, ça me permet d'évacuer plus que pas mal de thérapie. Ouais. Dès que je suis tout seul, notamment dès que je fais de la voiture, tout seul, là c'est le moment où je craque. Dans la voiture, c'est comme une sorte de caisse, un peu comme une sorte de bulle hors du temps. Et j'ai tout le temps la musique à fond, et puis je hurle, je tape dans les sièges, je pleure. Et ça, c'est pendant plusieurs mois, à tel point que j'en arrive presque à redouter les moments où je dois faire des trajets seul, parce que je sais que ça va venir, et que je pourrais pas forcément le contrôler, et en même temps, ça agit comme une sorte de soupape. Emma, elle joue un grand rôle pendant cette phase de deuil. En même temps, elle, la montagne, elle connaît pas du tout, c'est pas son milieu. Mais c'est la seule personne avec qui je me laisse aller complètement. Et elle sait qu'elle a ce pouvoir-là de pouvoir me faire lâcher toutes les barrières, toutes les digues. Je lui dis souvent à Emma, si elle n'était pas là, je serais bien sûrement parti en voyage, je sais pas trop où, à faire peut-être n'importe quoi. En tout cas, je me serais fui. Je pense qu'une façon de me fuir moi-même, elle me raccroche à ma vie actuelle, quoi. J'ai toujours beaucoup écrit, que ce soit dans des carnets ou des notes dans le téléphone. Et assez vite, je me mets à écrire sur ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment une routine où j'écris 2-3 heures par jour. Je suis dans une sorte de tunnel d'écriture, je pense qu'à ça. Au début, c'est cathartique. Ça tourne autour de Tanguy, de Tom, et j'ai envie de leur rendre hommage pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'on a pu construire et tout ce qu'on ne pourra pas construire aussi. Ça me permet de mettre les choses au clair et d'arriver à digérer tous ces événements. Suite à ces 2 décès, j'ai l'intime conviction, et de toute façon je le ressens, que ça va plus jamais être pareil, notamment en termes d'engagement sportif. Depuis tout jeune, j'ai ce projet de devenir guide de haute montagne.
Au moment des décès de Tom et Tanguy, je suis en pleine préparation de cet examen d'entrée et au vu du traumatisme que ça m'a donné, je mets un peu de côté ce projet-là. Je suis très vite terrorisé à l'idée de grimper, même dans des conditions aseptisées, en salle d'escalade, je vais ressentir de l'appréhension et je vais être vraiment en deçà de mes capacités normales. J'ai l'image un peu de quand on tombe de cheval, il faut remonter assez vite et je me force à grimper. Il m'arrive d'être tellement frustré de ne pas faire ce que je veux faire, que je fonds en larmes au milieu de la voie, mais je le montre pas et j'essaie de continuer, mais et c'est aussi des larmes de peur parce que je suis devenu terrifié à l'idée de tomber. J'ai des flashs de Tom et Tanguy qui m'arrivent. Je prévois des sorties qui sont des sorties où je sais que je vais pas me faire mal. Je prévois tout à la baisse. La veille, je m'imagine mes copains décédés, je les revois dans leur chute, telle que je l'imagine ou telle que je l'ai vue. Et le matin, au petit matin, c'est ma propre fin à moi qui tourne dans ma tête, c'est ma mort, comment ça pourrait arriver, ça pourrait être comme eux, ça pourrait être différemment, étouffé dans une avalanche, chute, etc. Enfin, j'imagine tout, c'est vraiment un tour un peu de supplice. Je dors pas beaucoup, je suis aux aguets de mon réveil. Et c'est lui qui va me tirer de ses cauchemars. Et je vais bondir hors du lit et je vais m'activer pour oublier tout ça et pour quand même aller en montagne, et même si j'ai la trouille. Et en même temps, je peux pas m'empêcher d'avoir peur. 1 an et demi après les décès de Tom et Tanguy, je pars avec des copains dans les Hautes-Alpes faire du ski de randonnée. C'est l'hiver encore, on est en janvier. J'ai l'impression de choisir un itinéraire assez cool au vu des conditions. Et en fait, je me mets en danger dans un endroit où il y a des couches de neige enfouies qui sont susceptibles de déclencher des avalanches. Je suis à la montée en ski de rando, du coup avec les pots de phoque sous les skis, je monte, c'est moi qui fais la trace, donc en premier. Et je me dis, c'est pas possible, j'ai un quart de seconde où je me dis, mais il y a un tremblement de terre. J'ai l'impression d'avoir tout le ciel, toutes les montagnes qui tournent autour de moi à une vitesse vertigineuse, comme si j'étais très ivre d'un coup. Je m'aperçois assez rapidement que c'est pas les montagnes qui bougent, c'est moi qui bouge au milieu des montagnes. Je viens de me faire prendre par une avalanche qui s'est déclenchée sous mes pieds. L'avalanche s'accélère dans un goulet et j'ai pas le choix que de plonger la tête la première dans l'avalanche où ça fait la machine à laver. Je me retrouve tout remué dans l'avalanche. J'ai, comme dans les manuels de secours en avalanche, j'ai le bouchon de neige qui vient sous pression, qui vient me enfoncer de force dans les voies respiratoires. Je me dis, c'est clairement mon tour, quoi. C'est là, à tout moment, je vais les rejoindre. Je nage dans l'avalanche pour essayer de sortir la tête hors de la masse de neige, comme pour le même principe qu'une poussée d'Archimède. Et puis ça permet, au moment où l'avalanche s'immobilise, le but étant de se créer une poche d'air au niveau des voies respiratoires pour pouvoir continuer à respirer le temps de se faire secourir. D'un coup, l'avalanche s'arrête et je sens toute la masse de la neige qui vient me comprimer. Et je pensais pas que c'était réellement possible, mais effectivement, on peut pas bouger un doigt dans cette neige qui devient compacte par l'effet de la pression. Heureusement, j'ai un bras et la tête hors de la neige. Je hurle à mes compagnons qui sont là, je dis venez me chercher, venez me déneiger, et ils viennent et ils me mettent des coups de pelle qui sont autant de coups que je prends avec joie parce que c'est ceux qui vont me sortir de l'avalanche. Je sors un peu bleu parce que j'ai eu la trouille et un début d'hypothermie, et on file tout de suite au soleil se réchauffer. Je suis extrêmement soulagé, c'est pas mon heure, on se reverra un jour avec Tom et Tanguy, mais pas comme ça et pas maintenant. Malgré les 3 rencontres que j'ai faites avec la mort, le décès de Tom et Tanguy et puis mon incident dans l'avalanche, j'ai pas envie d'abandonner la montagne. Je veux toujours devenir guide de haute montagne. Je passe l'examen 4 fois et je l'ai finalement en 2024 où je deviens officiellement aspirant guide. Aujourd'hui, en tant que professionnel de la montagne, quand j'accompagne des groupes, c'est le moment où on se met le plus de marge de sécurité, une marge de manœuvre très large. Il faut ramener tout le monde vivant, hein, c'est le cahier des charges, c'est le principal. J'ai déjà eu des clients ou des groupes qui, eux, étaient vraiment très portés sur la réussite de l'ascension.
Et par contre, les conditions, leur capacité physique, ça ne le faisait pas. Et c'est ça que je leur dis. Et je leur dis, non mais vous inquiétez pas, c'est juste un tas de neige au final. Demi-tour, allons boire une bière et on va apprendre de nos erreurs, apprendre de notre expérience. Et ça vaut beaucoup mieux que de pousser coûte que coûte vers le sommet. Depuis que je suis rentré dans cette formation de guide de haute montagne, j'ai refait un peu le parcours de l'accident de Tom. Ce qui est dur à concevoir, c'est que au moment clé, au moment de l'accident, on était bien sûr d'avoir pris la bonne décision, ou en tout cas la moins pire des décisions à l'instant T. Et mine de rien, comme souvent dans les accidents, c'est le facteur humain qui veut ça, cette somme de décisions les moins pires ou les meilleures, suivant comment on les voit, et ben ça a quand même occasionné l'accident. On travaillait en cordée et tout le monde a sa part de responsabilité dans cet accident. Même Tom, pour le coup, a sa part aussi, peut-être de ne pas avoir partagé qu'il était fatigué. Enfin, il n'y a pas un coupable et des spectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que la montagne est cruelle ? Je pense que non. Juste, la nature, elle est ce qu'elle est. Elle est surtout indifférente. Et je suis tombé sur une citation, notamment de Reinhold Messner, qui est un grand alpiniste, qui dit « La montagne n'est ni juste ni injuste, elle est juste dangereuse ». La montagne a sa vie propre, et nous, on est des petites fourmis, des enveloppes de chair qui la parcourent comme ça, mais la montagne n'a que faire. Et parfois, elle se laisse parcourir, et parfois, elle va juste vivre sa vie, et dedans, il y a un humain, et tant pis, quoi. La montagne a ce côté imprévisible. Si on n'a pas tous les meilleurs atouts en main, ça peut très vite mal se passer. C'est un milieu où la mort est assez présente. Et en même temps, c'est une question qui n'est pas trop abordée. Il y a un côté un peu banalisation des accidents en montagne. Et au pire, on meurt, c'est une expression que j'ai entendue plusieurs fois. C'est un peu ce va-tout qu'on lance comme ça, un peu à la cantonade, en se disant, même si c'est compliqué, il y a un passage qui nous fait peur, qui est impressionnant, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? Au pire, entre guillemets, c'est pas grave. C'est juste pour un peu minorer, désenfler l'enjeu et pour te permettre de réaliser un passage plus dur. Il y a beaucoup de gens qui vont en montagne et qui se disent si je meurs, ce sera de par ma faute et en faisant ce que j'aime. Quand j'entends ce genre de discours, à la fois je me dis il faut savoir s'en extirper et à la fois c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un milieu où c'est assez frénétique. Dès qu'il y a un bout de conditions optimales, dès qu'il y a un nouveau truc qui se fait, tout le monde va s'exciter à y aller. Il y a vraiment ce truc un peu de ne pas louper le créneau. Alors que, en prenant un peu de recul, on se dit je vais faire ce que j'ai envie de faire à l'instant T. J'ai parfois été attiré par des engagements en montagne un peu d'ampleur. Là, c'est beaucoup moins le cas. Le but va être de passer un bon moment en montagne. J'ai juste envie de penser à ceux qui pourraient rester et du coup à lever le pied sérieusement. Avec Emma, on est toujours ensemble. On habite à Annecy tous ensemble. Dans pas longtemps, on va se marier. L'histoire suit son cours et on a réussi à bien transformer l'essai. Ouais. Je garde toujours une relation assez particulière et privilégiée avec Étienne, le père de Tanguy. Il m'a appris pas mal de choses, quasiment tout ce que je sais pour faire le métier de cordiste. Il m'a fait travailler, il me fait toujours travailler. Et moi, dès que j'ai un chantier, je l'emploie aussi. On se donne des coups de main comme ça. C'est toujours un peu dérangeant de dire ça parce que moi, je suis pas du tout là pour prendre la place de Tanguy ou quoi. Mais il y a une relation presque un peu paternelle, quoi. C'est un peu un mentor pour le coup. Tanguy, là, il aurait eu 31 ans. Lors de son dernier anniversaire, on travaillait le matin avec Étienne en élagage. Et il m'a dit... Et aujourd'hui, il fait trop beau, non, pour bosser en élagage. Bon, bah allez, viens, je t'emmène, on va aller voir Tanguy. Et c'est comme ça qu'on est allé se recueillir tous ensemble là où est tombé Tanguy. Entre-temps, j'ai beaucoup écrit. J'ai décidé d'en faire un livre qui raconte, entre autres, l'histoire de ce deuil. C'est aussi une histoire de montagne, de passage à l'âge adulte. Ce livre, il s'appelle « Au pire, on meurt ». Ça a été édité par... La Fontaine de Siloé, qui est un éditeur chambérien. Tom et Tanguy, ils sont jamais vraiment partis. Je les porte toujours en moi, comme beaucoup d'autres qui pensent à eux régulièrement. Je me suis fait tatouer 2 petits T aux chevilles pour Tom et Tanguy.
Ces petits thés, je les vois à chaque pas en montagne. C'est à la fois pour moi des boulets que je dois porter, mais j'ai choisi vraiment que ce soit des moteurs ou des petites ailes qui me propulsent, qui me portent et qui me soutiennent partout où je vais. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Simon Marseille. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de production, Astrid Verdun. Chargé de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Nicolas Mollet. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.